Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e numéro des Dessous du Troll. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai Coralie, Salut! Jocelyn, Salut. Arnaud Salut. et Charles. Salut! Comment ça va, Charles? Ça va et toi? Pas la voix enrouée cette fois? Non. Et moi, c'est Alexandre. Mais t'es le dernier quand même. Ouais, parce qu'on les derniers sont le plus important. Seront les premiers. Bon, Encore un peu de public, si on pouvait garder nos auditeurs, merci. on est donc pour ce 32e numéro des Dessous du Troll où on va parler de critiques différentes, d'un petit dossier, d'un retour sur les Utopiales de Jocelyn, et puis les dernières petites sorties. Parce que c'est ça Parce que c'est qui est bien. cool. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Alors c'est @dessous du troll. Ensuite, vous pouvez aussi aller sur Facebook par exemple, hein, parce que c'est cool, ou même le site web, tout simplement les dessous du troll. Depuis récemment, vous pouvez aussi nous voir sur YouTube en vidéo. Voilà, pour ceux qui Vidéo. ne suivraient pas les lives du dimanche, c'est là-bas que ça se passe. Voilà. On vous y oblige pas, il y a Coralie qui fait n'importe quoi. alors. J'ai J'ai une pas question, n'importe est-ce quoi. que sur YouTube on peut voir nos 3 départs ratés? Ah non, il n'y a que le meilleur sur YouTube. Non, par contre on peut voir que Coralie balance des trucs sur les micros pour faire du bruit Non, pendant le podcast. Sur moi. Je sais pas ce que je lui ai fait. Je crois Ah qu'elle veut pas que ça soit elle, qu'on voit que ça soit elle qui mange tous les chocobons. Donc elle balance les Va papiers falloir- chez les va autres. falloir biffer les Je gens. rappelle qu'on peut nous trouver sur fréquencegeek.com ainsi que sur Pod Radio et que la caverne des gobelins c'est nos copains et Du mangez-en. Voilà. Bah non, c'est Ouais, pas, il faut c'est pas les clair. manger. C'est pas le but de Oui, les la manger. caverne du gobelin. Pourquoi je Ouais. dis des gobelins? Les dessous des trolls. Là. Voilà, c'est Voilà. pareil. On va tout de suite commencer avec les sorties maintenant. des moments jusqu'à plus tard. On va commencer par un jeu de cartes de construction de packs. Encore oui, qui est Star Encore. Trek. Voilà, Star Trek, la série originale. Voilà, c'est beau. Du genre la vieille. Oui, toute la moche. vieille, mais en carte à jouer Dominion-like. Ouais. Vous auriez moins de news cards si on n'avait pas la flemme de tout refiler à Alex tout le temps. Bah non, le truc c'est que c'est vraiment en train de prendre le pas et c'est aussi la prochaine sortie. La prochaine sortie qui Ouais, on est, laisse tout à Alex pour c'est forcément des cartes. qui est la première extension et qui fonctionne aussi en standalone de Resident Evil, le jeu de construction de paquets. Génial. Ils en ont un aussi. Voilà, qui s'appelle Mercenaries. Oui, j'en ai parlé il y a 3, 4 émissions. Voilà. D'accord. Qui On était, prend les faux départs ou pas? il est pas mal. Voilà, il est pas mal. Le jeu de base est pas mal. Je sais pas si l'édition va apporter vraiment grand chose de plus, quoi. Voilà, c'est du Mercenaries. C'est les mêmes personnages encore une fois, sauf qu'ils sont plus forts et qu'ils ont des plus gros biscottos. D'accord. Super. Voilà. Après, dans les jeux, on a Guild Hall, voilà, qui va s'annoncer comme le jeu à point de la semaine. D'accord. Voilà, mécaniquement, on y va, go go go. On enchaîne aussi avec Fantastica, l'édition avancée, qui est disponible. Fantastica a un QA à la fin. D'accord. QA. Donc Ouais. ils savent pas écrire. Ils ont mis le U. Ou Ah. les droits étaient pas. C'est du référencement. c'est pour rentrer mieux dans. C'est une de la bonne quality idée. assurance. C'est pour Mm. vous dire que c'est bien fait. D'accord. Ensuite, on a A Fool's Fortune, voilà, de chez Rio Grande. C'est un jeu d'illusion, de magie et de sciences obscures. Ok. Voilà. En classe, tu dois faire quoi dans le jeu? Est-ce que que tu tu peux peux pécho Non mais je parle uniquement des sorties, on les Ah oui. testera plus longuement un jour. Et on finira par PI, voilà, Private Investigator. Voilà, je pense que ça surfe très clairement, c'est un Wallace par contre. Donc voilà, c'est du gros jeu quoi. Ouais. Et les mauvaises langues pourraient dire ça surfe sur le retour de Sherlock Holmes Détective Conseil, mais non, voilà, c'est pas le même jeu. On sait que PI ça parle de tartes. Comprenne qui pourra. Oui, Ok. et ou pas. C'est ainsi que se clôture la partie sortie. Vous pouvez par contre nous retrouver la semaine prochaine parce qu'on a un nouveau podcast qui s'appelle le Shortcast où tous les mardis où on n'a pas d'épisode avec Charles ou d'autres, on traite de l'actualité pendant 15 minutes. Voilà, très vite, histoire de vous faire un condensé toutes les semaines du troll. Ouais, comme ça c'est frais.
Voilà. Et puis c'est beaucoup plus frais et puis c'est rapide. Voilà. Après les dessous du troll, les shorts du troll, bientôt C'est les ça. t-shirts. Bientôt. Oui, mais on essaye de rester dans le thème. Hein. On vous en parlera à l'ouverture de la boutique. Vous pourriez appeler ça le stringcast. Non. Excusez-moi, on va enchaîner sur la suite pendant que Je je ne tabasse valide Arnaud. pas. Oui, c'est ainsi qu'on va passer directement aux critiques. Alors on en a quelques-unes, un peu dispatchées dans tout le monde. Donc on va commencer avec Charles et moi qui dont vous parliez d'X-Wings. C'était notre coup de cœur, enfin ton coup de cœur si je me souviens bien. Pas spécialement coup de cœur, mais Voilà. disons que c'est un jeu qu'on avait besoin de commenter parce que c'était assez enfin c'était à la limite du jeu du jeu de figurines Ouais. finalement. Sur une édition assez spéciale enfin bon voilà, c'est un nouveau, enfin c'est une espèce de concept où c'est un jeu de figurines où tu achètes un starter de base qui coûte environ 40 € Oui, mais 40 euros. pour jouer à deux. Et Pour des trucs assez par la moches, suite, quoi. tu achètes d'autres figurines, j'imagine aussi chères. 40 Et, euros là. et voilà, Mais en fait, les 40 euros, tu comprends parce qu'il y a tout le matos Voilà. de comptage de T'as taille, un X-Wing et deux TIE Fighter. ouais, de T-Fighter. Ouais. Voilà. Et surtout toutes les règles. Et toutes les règles, et puis les petites règles, et puis oui, oui. Après, c'est pas ce qui vaut le plus cher, mais Ouais. Et quand on parle de règles, c'est les règles autant pour jouer que pour faire la distance Voilà, oui. ou pour se déplacer sur la table. les figurinistes, vous avez un terme particulier pour ça ou pas? Vous appelez ça des règles? Le maître, bah, Oui, en général, les règles, tu différencies ça entre les règles et le fluff. Mais Ouais. Mais là, ouais. L'explication pourquoi est-ce que les Bah, X-Wing après, vont taper sur les mecs de l'Alliance. Mais là, c'est D'accord. c'est plus une règle, Ah, l'objet physique, mais comme il est pas droit, Oui. Bah, ça dépend en fait, ça dépend du mouvement que tu fais. ouais, une Voilà. petite tirette. Une petite tirette. Donc voilà, donc le principe, comme j'ai dit, c'est un jeu de base qui coûte, qui est sorti en 2012, donc cette année, qui est fait pour jouer à deux, le jeu de base, une partie dure environ 20 minutes et ça coûte environ 40 €. ouais. Voilà. Alors, parlons un peu du jeu maintenant, parce que c'est Oui. un jeu du 1 contre 1 Oui. pour le moment. Hein. Parce Alors, que je vois très clairement qu'on puisse faire du plus, mais Oui. déjà de base, il suffit d'acheter plus. alors Voilà. c'est un jeu, le système, c'est un jeu où on construit une armée avec un système de points. Sauf que là, je vous dis une armée, sauf que de base, c'est souvent un vaisseau. Donc on le customise avec, on met un Android, on met pas un Android, on met des missiles, etc. C'est assez léger au niveau de la customisation, je trouve. Il n'y a pas grand chose. Hein. Si tu prends ton vaisseau, tu mets un droïde sur la tête et c'est tout. Tu peux pas lui Des mettre un missiles Luke ou peut-être des Skywalker dedans? compétences. Oui, on a un pilote par vaisseau. Ah. Et donc, il faut savoir que de base, les vaisseaux de l'Alliance sont meilleurs puisqu'ils ont un... non, les vaisseaux des rebelles sont meilleurs parce qu'ils ont un bouclier, en général. Ils ont peut-être même de meilleures caractéristiques au niveau du tir. Et de base, les vaisseaux ont certaines caractéristiques. Par exemple, un Y-Wing aura 5 de bouclier. Et ça, peu importe le pilote qui est dedans. C'est-à-dire qu'il y a un vaisseau de base, voilà, il y a 2 de vie ou 3 de vie, 5 de bouclier ou 3 de bouclier. Et si on est dans l'Alliance, on peut avoir des vaisseaux avec juste 3 de vie Ouais, mais comme tu en as légèrement plus. et on en a en général 2 fois plus, quand même. Parce qu'en fait, ça marche comme beaucoup de jeux de figurines. Vous avez chaque figurine vaut un certain nombre de points et vous avez dans votre armée un nombre total à avoir, à C'est ça. accumuler. C'est ça. Et donc en 1 contre 1 avec l'édition de base, ça fait en général un X-Wing contre 2 vaisseaux taille. Voilà. Voilà, et c'est à C'est peu ça, le près principe. équilibré. Et c'est à peu près équilibré. Donc le système, comment ça marche? Une fois qu'on a constitué notre armée, on va on va faire une bataille spatiale. Alors c'est simple, c'est la table sur laquelle on joue, ça devient le terrain. Ouais, En ça gros. c'est. Si Ça on joue sort, partout et ben si on t'as une meurt. grande table. Si on sort, je crois qu'on meurt. Ouais. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a des scénarios où c'est juste buter l'ennemi On jusqu'à peut, sa il dernière peut y arme? avoir des scénarios, oui. Il peut y avoir des astéroïdes, il peut y avoir plusieurs trucs pour customiser à ce niveau-là. Mais c'est très léger quand même. Je trouve ça très très léger. Et comment se passe le système? C'est simple, c'est des tours. Enfin, les tours se passent en simultané. Un coup, c'est l'Alliance qui a l'avantage, un coup, c'est les rebelles. Ouais, Et il y a ça une sorte d'initiative en fait. Ouais, l'initiative. Alors oui, non.
Ça dépend. Je reprends ce principe d'initiative, ça dépend du pilote. Le pilote a une certaine initiative. Et s'il y a égalité, sur la phase de mouvement, c'est l'Alliance ou les rebelles. Et sur la phase de tir, ça sera l'inverse. Et en termes d'activation, est-ce que c'est un joueur qui active toutes ses troupes ou alors c'est alterné? C'est en fonction de l'initiative des troupes. Ok. On part du plus haut vers le plus faible et ainsi de suite. Et Comme dans un JDR, quoi. ouais. Ouais, ouais. Et du coup, la phase en elle-même se déroule en deux phases. Une phase de mouvement où on déplace tous les vaisseaux d'un coup, en fonction de l'initiative. Et une phase où on tire. Voilà, Oui. où on Alors calcule là, les dégâts. c'est vraiment basique. C'est vous faites vos déplacements, vous faites vos tirs, et après les déplacements, c'est comme j'ai dit, comme on a dit au début, vous avez plusieurs réglettes selon l'angle que vous voulez prendre. Ouais. Voilà, selon la distance aussi. Et il y a plusieurs types de déplacements. Tu as des déplacements faciles qui sont en vert, Mm. déplacements moyens qui sont en blanc et déplacements rouges qui sont difficiles. À savoir qu'un déplacement facile aura tendance à vous faire perdre du stress. Un déplacement difficile vous fait accumuler du stress. Ouais. Et on peut avoir qu'une seule stress, je crois. Ça ressemble fortement au système de Check Your Six. Où en fait, tu as un avion qui détermine ses déplacements possibles et le pilote qui détermine la facilité avec laquelle il va faire ses déplacements. Bah c'est ça. Enfin, non, parce que le pilote n'influence pas sur la facilité. Mais en fait, c'est vraiment en fonction du vaisseau. Après, il y a des mouvements encore plus spéciaux, genre Oui. le Le tonneau, 45, oui. ouais, le tonneau. Et Et, là, non, c'est vraiment pas mal. sinon, en termes de mouvement, il faut savoir que ça se tape sur une table, donc c'est sur un plan plat, en 2D. C'est un petit défaut, mais bon, ça se comprend parce que franchement, ça serait super compliqué super sinon. Il faut savoir aussi que si on se déplace sur un vaisseau ennemi ou sur un de ces vaisseaux, on prend un stress et on perd une action, je crois. Voilà. Et Donc, les vaisseaux peuvent pas se rentrer dedans en fait. Non, ils peuvent pas Complètement. se rentrer dedans. Par contre, Merde. ils peuvent tirer, mais ils peuvent pas tirer sur celui qu'ils ont rentré dedans. Enfin, c'est assez particulier. Il y a les principes de ligne de vue aussi. Oui, Voilà, comme, enfin, comme la ce plupart jeu des jeux de n'invente figurines. rien, mais il y a une licence. Voilà. En gros. C'est assez fluide. Enfin, en tout cas, quand on joue à deux. Ouais. Quand on joue pas avec beaucoup de vaisseaux aussi. En fait, le truc c'est que j'ai l'impression que faut vraiment pas une table énorme parce que sinon tu passes ton temps à te déplacer et il suffit de bien gérer ses déplacements et t'as pas besoin de tirer en fait. Oui, c'est ça. Enfin, Tu fais Euh, peur quand tu dis ça, c'est-à-dire que tu craches les vaisseaux les uns contre les autres. Non, non, tu tires, mais ce qui veut dire, c'est que Ça s'appelle de l'épronnage. tout se joue sur les déplacements. Ouais, parce qu'en fait, Tout au se niveau joue. de la zone de combat, faut vraiment être relativement proche pour être sûr de voir toucher. C'est ça, Parce que quand t'es loin, ça sert à rien. C'est peine perdue. c'est ça. En général, c'est le lot de tous les jeux de simulation, que ce soit spatial ou naval. Après, t'as les espèces de super pouvoirs, ou genre les grenades et compagnie, qui Oui, oui. changent un peu. Des équipements, ça change voilà. un peu. Oui, bah, c'est les équipements que tu mets en plus de ton droïde, ou avec ton droïde, qui va te réparer si t'as pris un dommage. Donc ça peut durer très longtemps. Est-ce que tu peux avoir un droïde sexuel qui t'enlève tes points de stress? Non, Non. mais t'as des droïdes qui t'enlèvent des points de stress, je crois. Ouais. Sinon, au niveau du pack engine, je trouve assez, enfin très beau même. Parce que de toute façon, c'est 3 figurines pour 40 €. Ça Je fait trouve ça un point léger. cher quand même pour Oui, 3 c'est léger, figurines. mais les figurines sont. Ça Oui, va. mais il y a une Elles sont, licence. elles sont en verre. Ouais, c'est ça. Elles sont en verre, déjà peintes, transparentes, Ouais, cristal. Elles sont en plastique, je crois. Ouais, c'est des belles figurines. En plastique. Des beaux, déjà peintes. voilà. Mais il y a une licence. Oui. Ouais. Oui, bah c'est ça, oui, sûrement. Oui. Tu payes la licence quoi. Bah, Pas mal. malheureusement, je crois que ça revient à ça, quoi. Et au niveau des parties, moi je trouve que le système de partie, c'est correct, mais comme on a dit, c'est 3 vaisseaux, quoi. Enfin, Ouais. un contre 2 Il ou. faudra attendre les autres en fait pour voir. Alors, il y a des extensions, comme j'ai dit, ça peut être des Y-Wing, ça inclut aussi les A-Wing, ça inclut Tout le l'alphabet. Faucon Millennium, le Slave One, etc. Ouais. Mais, le problème, c'est que j'ai Il y a un l'impression. croiseur. J'ai pas vu de croiseur, pas Est-ce encore qu'il y a en une tout cas. étoile de la mort? Pas Non, encore. non. Là, ils viennent juste de sortir l'IP et Ouais. ils essaient de la développer. Ça accroche bien. Mm. Le marché américain aime bien. Après, tout ce Moi qui est j'attends Star leur Wars, ils aiment bien. prochaine licence avec des figurines niquées.
Voilà. Est-ce Moi que j'ai c'est peur Disney en qui l'a fait. fait? J'ai peur parce que c'est un jeu où on contrôle facilement une figurine ou deux. Ouais, à plus, Mais ça fait. je me dis à plus, enfin moi on avait fait une bataille à 3 figurines contre 6. Ça commence déjà à être lourd. Et je me dis c'est pas adapté pour les grosses batailles, grosses Ouais, grosses c'est quoi. vraiment de la petite escarmouche. Voilà. C'est au niveau mouvement et complexité du longueur du jeu, ça va prendre cher. C'est exponentiel quoi. Plus il y a de vaisseaux, plus ça va être long, plus ça va être compliqué et le système ne permet pas finalement ce genre de. Ouais, donc en fait, pour résumer, donc c'est un jeu qui prend pas de risque, très clairement. Non. Qui prend aucun risque, qui est agréable. Euh, Après, pour le moment, il se laisse jouer, Il est assez mais moi stratégique, j'attends beaucoup des franchement. Ouais. extensions, hein. Oui, pareil. Et j'attends surtout en fait, parce que moi ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'on passe son temps à se déplacer, très peu à tirer, et que, en gros, vaut mieux avoir une table vraiment rectangulaire. Avoir un truc carré, c'est le bordel parce que tu passes ton temps à tourner autour, quoi. Oui, Voilà. d'accord. Alors qu'une table rectangulaire, c'est bien, tu peux prendre sur les côtés, enfin c'est. Et, Euh, et une table ronde. Ouais, ça, c'est comme une carré, quoi. Après, ça sert à rien. dépend de la taille de la table, quoi. Ouais. Mais oui. Voilà. Donc c'était tout pour X-Wing. C'est chez qui par contre? Alors, c'est chez Fantasy Fly Game. Oh, quelle originalité. Oh bah tiens. Donc tu conseilles ou pas? Parce que. Je conseille aux fans, Aux fans. Mm. Aux fans. uniquement aux fans. Voilà. Parce que de toute façon. On a fait mieux depuis. Je Mm. pense que si on tape dans du jeu de figurines, Shake Six, je pense que c'est la référence en termes de simulation d'avion. ouais. Mais après, Ah bah, voilà. ça, enfin, quand je disais que ça marche bien, c'est que FF, j'en ai parlé il y a la dernière fois, a sorti la fac pour le jeu parce qu'il Oui. se vend bien et que bah, c'est une porte ouverte, comme on dit souvent, à d'autres jeux de figurines qui seront peut-être plus compliqués. Et peut-être avec de la peinture aussi. Oui. Voilà. Oui, le fait est qu'il n'y ait pas de peinture, je trouve ça dommageable par rapport au milieu. Maintenant, par rapport au public qui vise, à mon avis, c'est obligatoire, quoi. Ouais. Ensuite, il y a un phénomène qu'on aperçoit sur ce genre de marché niche, c'est qu'ils peuvent passer d'une simulation spatiale à un combat de troupe au sol, très facilement, juste en élargissant la gamme. Ouais, ouais. Faut voir. Je pense pas que ça soit orienté pour le coup à ça, mais à voir. Ok. Et ben on enchaîne avec la deuxième critique, je pense un tout petit peu plus courte cette fois-ci. C'est Coralie J'imagine. qui nous fait Aperitivo. Beaucoup plus courte. Bon, moi et les autres qui ont joué, hein. Donc, Aperitivo, comme son nom l'indique, est un petit jeu apéritif. Édité par Le Joueur et Béziers Games, distribué par Millennium, sorti en 2011. C'est de 2 à 5 joueurs. Et il y a Choco qui veut des chocobons, nom de Dieu. C'est pas vrai ça. Jocelyn, t'abuses. Tu vas faire du bruit. C'est environ 15 minutes de jeu, je dirais peut-être même moins, et ça coûte 20 euros. Alors le but du jeu, si je peux dire qu'il y en a un, c'est vous avez un cercle fait de cordes, vous avez chacun des dessous de verre. Les dessous de verre ont des petits chiffres dessus qui en fait indiquent le nombre de points. Mhm. Il y a plusieurs dessins, donc parce qu'en fonction du nombre de dessins, tu as plus ou moins de points. Et le but est de lancer du bon côté, parce que ces dessins et ces points sont que d'un seul côté, son dessous de verre dans le cercle. Et par la suite, donc vous lancez votre cercle, etc. Par la suite, ça serait de recouvrir les dessous de verre des autres pour leur faire perdre des points et éviter que les autres recouvrent vos propres points. Parce que tous les points recouverts, c'est-à-dire tout dessin sur votre dessous de verre, donc je vous rappelle, il y a plusieurs dessins parfois. À partir du moment où le dessin est un peu recouvert, vous n'avez pas le point. Donc C'est En gros, c'est partiellement, donc un ça. point par dessin qui est complètement visible à l'intérieur du cercle. voilà. Donc en clair, les points se comptent comme ça. Donc chacun lance son petit dessous de verre et voilà. Il n'y a pas plus Alors, de... il y a plus de, il y a 4 dessous de verre par personne, et c'est des dessous de verre différents. Donc, il y en a un qui a 3 bretzels, donc il vaut 3 points, 3 petits trucs à recouvrir. Un qui a un gros bretzel, donc il vaut qu'un. Je crois qu'il vaut un seul point, peut-être. Vas-y, Non, recouvre mon gros bretzel. le gros bretzel coûte cher. Le C'est gros celui qui bretzel étouffe. voilà, c'est spécial Maison Blanche qui vaut 4 points, et si jamais tu le recouvres, ben, voilà, tu bien dans l'os. Voilà. Voilà, mais bon, il y a plusieurs petits dessous de verre. Et je Lance crois un qu'on tour de rôle. on peut pas vraiment dire quelque chose de plus sur ce jeu. Bah si, maintenant on parlait de comment vous avez vécu ouais, l'expérience de jeu. C'est Bah, un on jeu était sobre, alors c'était d'adresse. Oui, déjà, on était sobre, on n'était pas Ouais. en apéritif. C'est un jeu d'adresse, donc bah quand t'es pas
bourré, ça sert à rien. Je pense que c'est vraiment le genre de jeu que tu sors après une bonne bourrade et encore. C'est pas vraiment un jeu en fait, c'est plus c'est des tout de verre quoi. C'est de des la verres marrants, manipulation Des de sous verts. avec lesquels tu peux jouer. Voilà. D'accord. Et encore, je sais même Une pas fois si que tu t'as peux pris, les utiliser en tant que dessous de verre, ils Oh, m'ont si, pas si, l'air si, très c'était absorbants, si, tu si, vois. c'était du bon gros carton. Et si, en si, c'est termes tout de verre. de absorbant. packaging, Et bah des dessous de verre. Bah, tu vois, Non, mais c'est ça- un paquet de Une sous de verre dans le une boîte. design, ça va. Une boîte Avec une ronde. ficelle. Visuellement, ils sont corrects. c'est carré. Bah, après, C'est des tout de verre carrés. on peut pas faire vraiment, pas vraiment plus dire quelque chose sur le packaging. Donc, t'as une D'accord. corde et des dessous de verre. Bon, après, ça peut le mérite d'avoir qu'on peut utiliser réellement les dessous de verre. On peut s'amuser à faire des Mais piles c'est aussi. un jeu Je- pour je l'apéro, sais mais pas, vraiment oui. pour l'apéro quoi. Si tu joues quand t'es bourré avec tes tout de verre. Maman, C'est je t'ai fait ça. un collier de pâtes. Ouais, génial, mon chéri. D'accord. C'était quoi le rapport? Ouais, j'ai acheté un jeu avec des dessous de verre. Ouais, et c'est on ça. peut aussi jouer avec. Mais Génial. est-ce que C'est alors, à peu près ça. Hein. mais l'intérêt les deux sous de verre, ils ont tous des trucs différents en fait. En fait, il y a 4 par joueur qui ont donc il y a c'est des couleurs différentes par joueur et les 4 ouais, sont des dessins différents donc avec des Avec points des points différents, quoi. différents. donc il y en a qui sont des petits dessins qui sont plus chiants à recouvrir tous. Il y en a qui a un gros dessin qui vaut plein de points mais qui est facile à recouvrir. Ouais. Donc faut choisir en quel ordre tu les lances. C'est une pseudo stratégie mais bon ça casse pas trop pattes à la canard quoi. Le plus dur déjà, c'est déjà de réussir à lancer Ah oui, mon dans le bon sens. Perso j'étais sobre mais j'ai pas réussi à en foutre un seul dans le Ouais, cercle. pas un hein. seul. Déjà, voilà, faut déjà réussir à viser le cercle. Faut qu'il soit dans le bon sens, parce que s'il est du côté, pas du côté des dessins, bah il compte rien et on l'enlève. Et après, faut prier pour pas qu'on nous le recouvre. À quelle distance tu lances? Je sais pas s'il y a vraiment des règles, c'est un peu tu fais comme tu veux avec tes potes. Et puis... Je crois qu'on D'accord. était à Le cercle, c'est une corde, donc c'est 3 un carré, une pas, étoile, non? Tu fais ce que tu veux. Plus. Trois C'est pas. horrible. Je dirais peut-être même un peu plus de 3 pas. Non, Ça fait 3 mètres. On Ouais. n'était pas à 3 mètres là, tu étais au bout de Ouais. Parce que ça se joue debout. Ça joue debout. Enfin, nous, on la joue debout. Ah non mais. On la joue debout. J'imagine que tu peux le faire Tu joues assis comme tu veux, hein. avec une table basse. Alors, tu Ouais, es bourré, ouais. tu joues debout et tu lances ton dessous de T'as verre une vieille par terre. ficelle pour faire un cercle vite fait, quoi, et puis tu lances tes tout de verre dedans, quoi, c'est tout. Voilà. Mais on est d'accord, dans un bar, on vous regarde trop bizarrement pour jouer à ça. Bah, je pense que le barman, il sera pas content que tu t'amuses à jouer avec ses dessous de verre déjà. Je sais pas, nous on est percé les sous de verre parce qu'on était cons. Faut pas jouer avec les mecs violents qui s'est mis à défoncer les dessous de verre par contre. Ouais. Donc ça se trouve Ouais. où dans les boutiques. Dans les boutiques, c'est Voilà. Il y a pas il y a un prix indicatif. une vingtaine d'euros. Donc ça fait quand même C'est hyper cher le pour ce que dessous de c'est, verre. quoi. hein. Ouais, mais ils sont jolis les dessous de verre. Bon, bah, je vous le conseille pas vraiment. Ça peut être bien sur un cadeau si vous le trouvez d'occasion, quoi, parce que franchement, on va d'occasion, des sous de verre d'occasion, c'est pas terrible. Mais Et est-ce que encore. C'est beaucoup trop cher est-ce que pour par ce que hasard avec cette Suva on pourrait jouer à pas Gun N' Roses mais Skull and Roses. Y Il a y en a pas de 3 rose. identiques et un différent. Non, ils sont c'est. tous Ils sont différents. tous différents, les Ils quatre. sont tous différents. C'est ballot. Mais tu peux en désigner un comme différent. Mais tu peux utiliser Skull and Roses en tant que dessous de verre. Ah oui. Alors, je suis pas sûr que ton Skull and Roses va survivre bien longtemps, mais. Et oui, Skull and Roses est vachement bien. Mais vachement mieux surtout. Donc voilà, c'était apéritivo. Oui. On n'en pense pas du bien. Non. Voilà, C'était comme nul. Disons que ça pourrait être marrant s'il était à 5 euros, quoi. Ouais, encore. Non, j'en veux vraiment la personne qui nous l'a fait découvrir. Je crois que c'est pas un de tes amis, justement. Donc Si, c'est pour si, ça si, qu'on le c'est un de mes déteste. potes. Si, si, c'est un de mes potes. Je crois qu'il t'aime pas. hein. Ok. Non. C'est Rappelons avec mes potes, l'enfoiré. que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Voilà. et que Et l'abus d'apéritivo est dangereux Voilà, pour votre aussi. santé aussi. Et maintenant on va passer à un gros jeu parce qu'en plus il y a des dinosaures dedans. Ah non, c'est pas des dinosaures, c'est des mammouths. Il m'émute. C'est la vallée des mammouths. La vallée des mammouths. Oui, alors justement, là, tu m'as fait penser à un discours créationniste. Non, les hommes et les dinosaures n'ont pas cohabité. Par contre, ils ont cohabité avec les mammouths. Et c'était une époque vachement faste où, en gros, ils ont eu du mal à survivre et sans eux, on n'en sera pas là. Donc, c'est un jeu de simulation de survie dans un espace préhistorique. Donc, c'est La vallée des mammouths, édité en 2001 par Descartes. Alors, c'est un jeu qui a été créé par Bruno Feduti et illustré par Gérard Mathieu. Donc là, je ne fais pas du name dropping au hasard, parce que ce sont deux personnes qui sont assez connues dans le milieu. Oui, c'est deux pontes Voilà. français. Donc Bruno Feduti, vous tapez son nom sur Trick Track, vous avez 72 résultats. On va en citer trois, dont je pense qu'on a fait les critiques. Donc Ad Astra, Citadel et Warrior Knight. Et Gérard Mathieu, ben, ça a un petit peu été le dessinateur de mon adolescence. Ouais, il fait 2-3 caricatures dans Le Monde et le journal de Mickey. Mais surtout, Ah, je trouve que pour c'est ça. le dessinateur emblématique de l'étudiant, le magazine. L'espèce d'étudiant avec les deux dents de devant Ouais, ouais, et ouais. les lunettes.
Donc j'adore le Et design. le fameux agenda. Aussi. Donc qu'on retrouve toujours maintenant dans l'étudiant. Donc je trouve que c'est un jeu de fort bonne qualité et en fait il est assez simple à comprendre. Donc vous avez 37 tuiles hexadécimales disposées en cercle. Donc chaque tuile représente un terrain. Et dessus vous allez mettre vos petits bonshommes avec un camp. L'objectif de bonshommes, ça va être de ramasser suffisamment de nourriture pour survivre plusieurs années. Donc vous avez 2 saisons, l'été et l'hiver. Et en gros, vous allez essayer de pêcher des petits poissons pour vous nourrir, d'aller faire la cueillette et accessoirement d'aller chercher les animaux sauvages. Donc là où ça devient totalement sauvage et bestial, c'est que votre bonhomme, pour survivre, va devoir avoir une nourriture. Le problème, c'est qu'hormis la chasse, il ne peut récolter qu'au maximum une nourriture. Conclusion. Ça fait pas grand chose. Voilà, c'est un jeu qui est extrêmement dur, surtout que 37 tuiles, ça fait, pour 6 bonhommes chacun, ça fait que, grosso modo, vous êtes un petit peu en train de taper à la porte de votre voisin. 6-7 quoi. Vous rajoutez aussi des bêtes sauvages, parce que c'est Avec fun. sauvage. En gros, tous les tours, des bêtes sauvages apparaissent sur le terrain et se mettent à se déplacer. Donc les bêtes sauvages, c'est aussi une source de nourriture. De notre côté, un mammouth dans un champ de blé, ça a tendance à vous labourer et pas dans le bon sens. Ça a tendance à labourer votre champ. Bon, ça a aussi tendance à labourer votre reproducteuse, qui du coup ne sera plus fonctionnelle, et ce qui fait qu'à l'hiver suivant, vous n'aurez pas de quoi reconstituer votre tribu. Donc on est dans un jeu qui est extrêmement létal, qui est assez difficile. De toute façon, il est pas tout jeune, hein, la vallée des mammouths. Non. 2000. Voilà. On était à l'époque encore légèrement dans les jeux Ouais. tranchants. Ouais, alors, moi, c'est un jeu qui n'est, on va dire tout public, mais qui demande une certaine maîtrise. Et en général, on commence à jouer règle après règle. Alors le but, on va essayer de passer un hiver sans se taper dessus. Et on met pas d'animaux sauvages. Ouais. Bon, on rajoute des animaux sauvages. On essaye de passer 2 hivers. Ensuite, on rajoute les cartes événements. Alors la carte événement, là, ça commence à devenir légèrement le chaos. En gros, la forêt brûle, un volcan s'éveille, il y a une inondation. Il y a une pluie météorite. Donc, vous êtes en train de lutter comme de lutter pour essayer de récupérer de la cueillette, de la pêche, pendant que votre voisin essaye d'envahir votre camp pour récupérer toutes les femelles pour survivre au prochain hiver. Et là, bah, vous avez une inondation, donc vous vous sentez un petit peu plus dans... Vous vous enfoncez davantage. Vous avez aussi des cartes astuces, un petit peu l'équivalent des cartes chance au Monopoly. Bref, Tu cours partout en fait. c'est un jeu qui apporte son lot de prévu, donc on voit la batte de base, on se dit ah, je suis dans la merde. Un événement se rajoute, je suis dans la merde. Un tigre dans ce strab ravage votre champ. Et en fait, les premières parties en général, on dépasse rarement les 3 premiers tours. Et après tu pleures. Voilà. Sachant qu'il y a quand même un but dans le jeu, c'est de construire 4 camps. Donc en gros, d'envoyer votre péon dans 4 tuiles différentes et chaque tour dépenser des ressources pour construire des camps. Sauf qu'en général, la règle de victoire, c'est être le dernier à crever le moins misérablement. Là, c'est de la survivalité. Même si c'est un nouveau mot, ça, mais. Ah oui. Je me rappelle pas, qu'il était si difficile que ça, bah, des mammouths quand même. Ah oui, parce qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est que vous avez les règles avancées. Alors les règles avancées, il y en a 2 qui sont très drôles. C'est que l'hiver, c'est-à-dire 50% du temps, votre nourriture, en fait, au lieu de payer 1 nourriture pour faire subsister une personne pendant un tour, vous payez 1,5 de nourriture. Ah, donc t'es obligé de payer 2 personnes si tu veux pas avoir des pertes. Voilà. Vous pouvez aussi laisser crever vos personnes de faim. Alors ensuite, il y a le petit dîner. Est-ce que je choisis de faire crever un guerrier et en gros mon camp il se retrouve tout nu et on peut plus ramener de viande, ou alors est-ce que je décide de faire crever une femelle mais c'est ma dernière et du coup on va se retrouver un petit peu baisé pour l'année prochaine. Ouais. C'est Au contraire, non, justement. voilà. Il suffit d'en trouver d'autres. Et l'autre règle que je trouve vachement drôle, c'est le feu. Le feu. Le feu, en fait, c'est une sorte d'add-on à votre camp que vous allez chercher en piétinant un petit volcan, en Ouais. essayant de survivre, et vous le ramenez à votre camp et c'est bon, vous avez du feu. Sauf que le problème, c'est que lorsque vous commencez, vous avez 2 tours et ensuite c'est l'hiver. Donc Ouais. vous vous dites, j'ai un tour pour aller au volcan, j'ai un tour pour revenir, et sinon je suis dans la merde. Ouais. Vous pouvez aussi planter de la nourriture. Donc en gros, c'est dépenser encore plus de nourriture pour avoir l'espoir d'en récupérer un petit profit 4 tours après.
Sauf que bien sûr, C'est loin de 4 tours. si un animal passe dessus, il a tendance à full détruire. Ouais, Voilà. à Donc, défricher. au niveau des critiques, je trouve que... Ah, vous avez aussi une extension. Mais en gros, c'est une extension qui rajoute du terrain, des animaux et 2-3 événements. Donc c'est juste pour allonger la durée de vie. Donc je trouve que le design est efficace. Les règles sont complexes, non pas dans leur compréhension, mais dans leur prise en main. En gros, il y a beaucoup de micromanagement à faire. C'est un jeu qu'il faut apprendre à aimer via l'expérience. C'est un jeu qui est assez dur, qui demande pas mal de réflexion. Je trouvais pas si hardcore quoi. Enfin, c'est l'avis de tout le monde mais qui est super dur avec des mammouths ou... J'y ai pas joué. J'y ai Alors. pas joué non plus. J'ai à peu près ressenti les mêmes choses que, que Mister. C'est que la première fois que j'y ai joué la version simple. Et là, tu fais, ouais, c'est cool, on n'a pas de soucis de ouf, on peut s'étendre. Et par contre, on n'y était que 4 à jouer. Donc là, Ouais. on avait plus de place, quoi. Où j'ai pas eu de soucis. Mais par contre, j'ai rejoué à 5 avec la règle complète. C'est plus le même jeu, quoi. J'ai peut-être pas dû jouer à 5 moi. Mais c'est vrai que la règle complète ça commence à devenir chaud. Mais ouais, peut-être qu'avec la règle complète de chez complète à 5 joueurs c'est Parce que l'horreur. toi, Arnaud, t'as tout testé, celui-là, tu l'as testé vraiment. Dans pas mal de sens. Et en fait, c'est une accumulation de contraintes qui fait que le jeu est difficile. C'est que si on se concentre sur la nourriture, ça va. Si on se concentre sur son voisin, ça va. Ouais. Si on se concentre sur les coups de pute que son voisin a via les cartes astuces, ça va. Si on se concentre sur les animaux, ça va. Mais tout pris ensemble, vous ajoutez l'hiver, c'est le chaos. Et c'est pas une difficulté ressentie par rapport à la mentalité des joueurs. Si les joueurs passent leur temps à se piquer des femmes. Ah oui, ensuite, il y a le niveau des joueurs qui compte. Et là, je vais prendre un parallèle avec Runta. Ouais. C'est que si vous jouez avec des débutants, chacun reste dans son coin, c'est un jeu faisable. Ouais, je pense, voilà. Si vous jouez avec des pervers, Bah, peut-être que c'est rentable, je sais pas. Il faut voir par rapport au niveau d'interaction qu'il y a, quoi. Est-ce que c'est rentable d'interagir avec les autres joueurs? oui, mais c'est une interaction à la voix. Est-ce que l'autre va te croire? Ouais. Et j'adore ce genre de jeu parce que c'est une sorte de chevalier à table ronde. C'est-à-dire un jeu où tu sais que tu vas perdre, Ouais. mais avec d'autres joueurs qui sont contre toi. D'accord. Donc je prends l'exemple du Runta. Mais là, en fait, quand tu poses un point sur le fait que ça parle beaucoup, pour moi, il y a le même parallèle qu'on a avec Small World sur, on sait pas trop qui va gagner, donc, mais on sait que tout le temps quelqu'un qui est le bouc émissaire parce que il a fait un ou deux mouvements Ouais. qu'il a roulé sur les autres, Ouais. et forcément il va se rouler dessus après. Et Vallée du Mammouth, c'est vraiment ça, quoi. Et on reprend, par exemple pour Small World, chaque peuple cherche une chose différente. Là, la vallée des mammouths, c'est un endroit aussi restreint, mais tout le monde cherche les mêmes cases. Ouais. Genre la case forêt à côté de la rivière, tout le monde la veut. Ouais, tout le monde est monomaniaque. Donc, on peut le retrouver partout. De toute façon, Oui, depuis le temps, il a été réédité. Il a Oui. été réédité, une extension disponible, puis on retrouve. Ouais, C'est- on va dire, on peut le retrouver à peu près en même temps que le Monopoly. D'accord. C'est une instance. C'est quoi comme prix? Ça tourne autour des 30 euros 30 euros? ou 50. Non, je crois que c'est 30. Ouais. Au niveau du packaging, c'est un prix correct, sachant que vous avez deux terrains, vous avez des pions en carton dessinés par Gérard Mathieu. Le design est très coloré, un petit peu bande dessinée. C'est vrai qu'il est assez rigolo quoi, les événements, les dessins, les machins, c'est toujours assez Et puis fun. le fait que ce soit un plateau qui se construit à chaque fois, rejouabilité. Alors ça, je me rappelle plus, mais je crois qu'on a deux moitiés de plateau. Ouais, ouais. Bon, on a quatre moitiés et on s'arrange. C'est pas non plus Bah, libre. c'est déjà ça. C'est pas fini. C'est déjà ça. Ok, et ben merci pour cette critique. On va maintenant s'intéresser à une petite excursion de Jocelyn à Nantes. Est-ce que tu peux nous en parler On un sort peu? de chez nous alors, on était aux Utopiales et on a rencontré les gens des éditions Sans Détour qui nous ont accordé une petite interview. Donc c'est ceux qui font l'appel de Cthulhu en France, les dérivés et puis les autres. Enfin bon, je vais pas vous spoiler sur le contenu, ils présenteront Oui. Bah oui. leur, Donc, leur line-up. pour t'as eu qui par contre pour l'interview qu'on va écouter d'ici J'ai 30 pas, j'ai secondes? pas noté le nom, donc du coup, si Oui, c'est bah, spoilé, je je peux leur le dire dis. parce que ça m'éviterait de dire une bêtise. Voilà. Oui, donc bah, les Utopiales c'était Je bien. serais égorgé si je l'écorche. Les Utopiales c'était assez rempli. C'était assez rempli. Le côté ludique était vraiment super. Chez Sans Détour, ils vendaient l'édition collector des masques qui était vraiment, vraiment bien en vue.
ils avaient bien de place, donc c'était super. Ok, et ben on va tout de suite écouter l'interview. Bonjour à tous, nous sommes au salon des Utopiales et je suis cette fois-ci avec Samuel Tarapaki des éditions Sans Détour. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta société, s'il te plaît? Sans Détour est une société d'édition de jeux de rôle qui a été créée en 2008, essentiellement pour publier la licence française de l'Appel de Cthulhu, licence qui est un produit américain, dont Sans Détour a les droits pour le marché français et francophone. Nous avons publié la première fois évidemment l'ouvrage, le manuel de base, qu'on appelle la 6e édition française de l'Appel de Cthulhu en novembre 2008. Donc nous avons fait le lancement ici même au festival de la SF des Utopiales à Nantes. Alors, c'était une édition purement francophone. Oui, voilà, c'est effectivement une édition francophone. Ce n'est pas une traduction d'une édition américaine, une énième édition américaine. Ça a été la remise à plat de tout le système de règles qui avait été empilé en millefeuille depuis très longtemps. Pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'édition en France, donc on en a profité pour passer un an de travail à remettre à plat ces systèmes de règles, à épurer du basic system, réécrit, épuré, simplifié, avec des modèles de pédagogie et d'explication dans le bouquin de règles. Voilà, pour permettre aux joueurs d'entrer très facilement, qu'ils soient chevronnés avec les repères qu'ils avaient des jeux anciens de l'édition des cartes, ou débutants, puisque c'est un système tout bête sur un dé à 100, voilà, il faut faire un certain pourcentage pour réussir, avec des modificateurs. Donc c'est relativement simple et facile à expliquer aux novices. Et c'était vraiment notre ambition, c'est de rester toujours dans la simplicité et d'épurer ce système de règles. Donc avec quelques trouvailles, comme la règle d'aplomb qui permet finalement de s'aguerrir au contact du mythe de Cthulhu. On peut gagner des points au fur et à mesure des scénarios si on en survit. Et puis voilà, quelques autres trouvailles sympas qui sont dans les règles. D'accord, et donc tu me disais que vous avez continué depuis. Alors oui, nous avons publié, nous sommes à plus de 25 maintenant suppléments sur cette gamme, qui permet comme ça aux joueurs de voyager à travers le monde, à travers les époques. Essentiellement, l'Appel de Cthulhu, c'est un jeu d'exploration qui s'inspire des univers Lovecraftiens orientés années 20, années 30. L'humanité est confrontée à des entités extraterrestres, enfin qu'on dit extraterrestres, on ne sait même pas d'où elles viennent. Donc les investigateurs sont des personnages qui s'inquiètent de ce qu'ils peuvent rencontrer, ou qui se posent des questions. Ce sont des explorateurs, ce sont des détectives, ce sont des personnes sur qui tombent des témoignages du mythe ou des actions du mythe et qui essayent de comprendre ce qui se passe. Une grande récompense de l'investigateur, c'est de comprendre ce qui se passe, même s'il en meurt, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il puisse découvrir lever le voile sur une révélation, un secret du mythe de Cthulhu. Et puis, tous ces suppléments permettent comme ça d'explorer le mythe à travers le pays, à travers tous les continents d'ailleurs. On a les secrets de Marrakech, les secrets de San Francisco, on va jusqu'en Nouvelle-Orléans. Récemment, avec les créations françaises, on visite Lyon, voilà. Ou sinon à travers aussi les époques, puisque la gamme a été déclinée à travers Delta Green jusqu'à nos jours. Delta Green qui est le pendant contemporain de l'Appel de Cthulhu, qui est moins investigation un peu entre guillemets bon enfant. Les choses se sont structurées. Ce sont des sociétés secrètes, on lutte contre les complots, le monde est entre les mains vraiment des réseaux, des connectés entre les mafias, entre les sociétés secrètes, entre les gouvernements. Le monde s'est structuré, mais est toujours aussi défaillant face à la menace du mythe. Il n'est pas plus compétent, il c'est simplement d'être mieux organisé, même si le mythe déjà a infiltré aussi les réseaux et qu'il s'agit de le débusquer. D'accord, puisqu'on en parle des autres gammes, Sans Détour a commencé avec l'Appel de Cthulhu, c'est ça? Oui. Et après vous avez enchaîné avec Delta Green. Donc Delta Green a été effectivement l'adaptation immédiate, parce que c'était dans la norme. D'abord, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes face au succès de l'Appel de Cthulhu et des suppléments qu'on a fait paraître. On nous a demandé de nous intéresser à Delta Green, donc ce qu'on a fait. Delta Green a donc été adapté et enrichi. Delta Green, l'édition était ancienne, ça arrêtait aux années 90. Donc on en a profité pour remettre à jour les calendriers et là aussi les événements, par exemple septembre aux États-Unis, et puis d'autres événements, Internet n'existait pas au moment de l'édition de Delta Green, ça a été inclus, c'est ce genre de petites choses qui est relativement essentiel, mais si ça manque, ça fait vraiment tâche. Et puis
On s'est donc intéressé à. Alors ça, c'était retour un petit peu à ce que nous aimions aussi chez Sanletto. C'est vraiment le pulp. Donc on s'est procuré une autre licence qui s'appelle All Expedition. J'ai même plus besoin de faire de transition, c'est super. Ah oui, il faut m'interrompre. Hein. Non, pas de soucis, c'est très bien. Donc All Expedition, qui est un jeu américain, pure pulp, jeu d'aventure ancré années 30. Dans cet univers, les auteurs ont décidé que la Terre était creuse. C'est un genre de mythe qui est aujourd'hui qu'on trouve sur l'étoile. La Terre serait creuse et elle serait le refuge de sociétés oubliées, perdues, de dinosaures, d'aventuriers, de savants fous, de nazis, de toutes sortes de populations qui se seraient retrouvées sur les parois internes de la Terre creuse. Et puis, donc les failles ont été découvertes par les hommes. Et c'est un secret évidemment parce que ce sont des continents avec des richesses à exploiter. Donc les hommes se battent dans cet univers complètement hallucinant. C'est du Indiana Jones mais puissance 1000. Ça va dans tous les sens, ça va très très vite. Avec un système 2D sur un jet immédiat, résultat, une lecture de dés à 6 faces rapide. L'intérêt c'est vraiment d'aller vite, de s'éclater à travers des aventures. Vraiment inspiré Indiana Jones, inspiré de ce genre d'univers. Poursuite du diamant vert, voilà, tout ce qu'on voudra. On peut ressortir un peu tout ce qu'on veut de cette terre creuse. Oui, absolument. Ouais. D'ailleurs, on a eu un petit peu de mal effectivement à l'appréhender parce qu'il n'y a pas de. L'univers est s'enrichit des participations des joueurs en fait. Il y a une carte, il y a une carte de la Terre interne. On a des détails sur les civilisations qui l'habitent. Il y a les Amazones, il y a des reliquats de légions romaines perdues, il y a des pirates, il y a des nazis, il y a tout le monde. Et en fonction de ce qu'il souhaite faire, le meneur de jeu fait des one-shoot ou des campagnes dans cet univers. Mais il n'y a pas de carte d'influence des civilisations entre elles, ça n'a pas de sens. Pas dans ces univers-là, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de prendre un sous-marin, de se laisser embarquer par un maelstrom qui nous emmène au cœur du monde et de se réveiller comme dans le 7e continent, au milieu des dinosaures, et d'en sortir. Ok, et j'imagine, ça c'était aussi une adaptation, c'est ça Ça c'est une traduction effectivement d'un jeu américain. Et puis à traduire des jeux, on est évidemment limité par le choix au catalogue de ce qu'on peut faire. Les licences américaines ne sont pas extensives, il n'y en a pas rien fini. Et donc on s'est intéressé et on a été approché par un projet qui nous a vraiment intéressé tout de suite. C'est la préparation d'un jeu en français qui s'appelle la Brigade Chimérique. C'est une équipe qui est venue nous trouver, qui était tombée amoureux de la bande dessinée publiée chez La Talente il y a quelques années et qui voulait en faire une adaptation. Donc on a été contacté par cette équipe, on s'est approché de La Talente et à qui il fallait expliquer ce que c'était un jeu de rôle et ce qu'on voulait en faire. Et on a pris là l'angle de faire une encyclopédie. On n'a pas choisi de faire un jeu de rôle. Il y a des pages de jeu, il y a des règles de jeu à l'intérieur. Il y a un jeu dedans, quoi. Il y a un jeu dedans, mais ce n'est pas l'angle d'attaque. L'angle de proposition auprès du lecteur, c'est de proposer d'abord du background, d'abord explorer l'univers, et ensuite, s'il en a envie, de jouer dedans. Mais véritablement, l'encyclopédie enrichit la bande dessinée. Elle est dissociée évidemment, elle s'inspire des 6 tomes de la bande dessinée, mais elle peut être lue indépendamment. La richesse et la complétude d'ailleurs de ces deux médias, c'est que tout ce qui n'est pas dit entre les cases de la bande dessinée est dit dans l'encyclopédie, puisqu'elle a été conçue avec les auteurs de la bande dessinée. Et ça, c'est un travail remarquable entre les auteurs d'un jeu de rôle et les auteurs originaux de la bande dessinée. Dont certains aussi sont les joueurs d'ailleurs, mais accessoirement, ce qui facilite évidemment le dialogue. Et, voilà. Et pour un ouvrage qui est très joli, tout couleur aussi, illustré par Jess, par Louis Favre, voilà, c'est très très beau dessin. Et un univers alors pulp, également pulp, mais pulp à la française, avec des héros oubliés, des personnages qu'on a complètement oubliés dans notre enfin qui n'ont pas survécu à l'histoire. Et en fait, la Brigade Chimérique raconte évidemment la fin de ces surhommes, de ces super-héros à la française, qui avaient fait les beaux jours de toute la littérature fin 19e, début 20e, mais qu'on a oublié aujourd'hui. Donc la bande dessinée expliquait pourquoi ils disparaissent, et l'encyclopédie revient sur le détail et l'existence de chacun d'eux, et la campagne qui s'appelle La Grande Nuit, qui est publiée là il y a un mois, propose une grande aventure en 10 scénarios, également voilà, c'est du pulp, c'est 10 scénarios déjantés qui partent vraiment et qui donnent un point d'orgue à cet univers. La Talente a donné également publié son intégral de la bande dessinée en ce moment, et nous faisons pareil, puisque La Grande Nuit, c'est la campagne
qui clôture pour nous la gamme de la brigade chimérique. Donc les joueurs vraiment intéressés savent qu'ils peuvent se procurer un manuel de base, une extension et une campagne pour un produit fini et jouable immédiatement. Et ça c'est nouveau et c'est un vrai choix de notre part. C'est pas la peine de faire durer une gamme en essayant de tirer sur le chewing-gum, ça sert à rien. Faisons plaisir aux joueurs avec ça. C'est original, la French touch du jeu de rôle peut-être. C'est un peu ça. C'est des recettes qu'on essaye. Hein. Au moins pas de surprise derrière pour le joueur. D'ailleurs, alors c'est du coup un truc très fidèle à l'œuvre originale parce que vous avez travaillé avec les auteurs et donc c'est une création purement de chez vous. C'est pas la seule expérience que vous avez eue, enfin c'est pas la seule gamme que vous faites dans ce goût-là. Il y a aussi Alors nous avons effectivement eu l'occasion de procéder à une autre adaptation, mais là d'un roman qui s'appelle Les Chroniques des Féas, le roman de Mathieu Gabory. Et là, alors c'est pareil, c'est une autre expérience, d'autres équipes, également très enrichissantes, puisque donc ce sont les Sombreçons, une équipe d'auteurs de jeux de rôle, vous connaissez, qui a pu approcher Mathieu Gabory, qui est extrêmement accessible et fan de ce qu'on peut faire. Donc il est revenu à ses amours aussi de jeux de rôle, qui était extrêmement ouvert, qui a contribué à façonner cet univers. Et puis avec un illustrateur aussi qui est Nicolas Fructus, d'ailleurs qui est cette année en plus l'invité d'honneur des Utopiales. Et là on est très fiers effectivement d'avoir comme auteur dans un ouvrage de jeu de rôle un invité dans un festival aussi prestigieux. Enfin, on est très contents. C'est la preuve qu'on avait fait le bon choix d'ailleurs. Oui, là, très très bon choix. On est très contents des autres auteurs, hein. Ils ne sont pas tous invités aux Utopiales chaque année. Mais non, l'idée c'est vraiment de faire travailler des gens qui se connaissaient bien et qui pouvaient parler entre eux. La manière dont Mathieu Gabory décrit ses univers et en parle à Nicolas Fructus fait que Nicolas peut aussi peut travailler, interpréter les paroles de Mathieu et leur donner vraiment un visuel. Et ça c'est très original. Donc voilà pour vos gammes. Là, vous commencez à vous dégager du coup de l'adaptation pour faire des productions perso de la boîte, c'est ça? Alors, effectivement, depuis 4 ans, on a procédé à beaucoup, enfin essentiellement des traductions, en particulier pour l'appel de Cthulhu, qui sont beaucoup des traductions. Les autres gammes, la Brigade et les Chroniques des Féas sont des créations. Mais pour la gamme de l'appel, on était confronté à ça, c'est que voilà, on nous faisait souvent remarquer qu'on faisait beaucoup d'adaptations de traductions américaines. Évidemment, elles existent, et le matériel est là, il est disponible et facilement adaptable, puisque Chaosium nous donne aussi la possibilité de faire les choses à notre façon. On n'est pas tenu de traduire mot à mot les suppléments parus chez Chaosium, ou chez d'autres d'ailleurs, puisqu'on travaille avec l'Allemagne, avec Pegasus par exemple. On a la latitude, on a le droit avec Chaosium d'adapter les produits à notre façon. Ce qui nous a permis, par exemple, de faire, là récemment, avant l'été, les Masques du dernier Totem, par exemple, à notre façon, réédition de la grande campagne en 6 livrets, dont un livret d'aide de jeu dans une boîte, d'en faire un collector, puisqu'on en a voulu le faire, une grosse sacoche en cuir, de faire un écran dédié, de faire des cartes, de faire des posters. On fait vraiment ce qu'on veut, on se fait plaisir. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis là, on a donc maintenant commencé à faire des créations françaises. Donc une des plus célèbres, celle qui passionne les joueurs, c'est le Manuel des Armes, c'était une des premières. Et en ce moment, là, depuis un semestre, nous avons pour la gamme de l'Appel de Cthulhu publié plus de produits français que de traductions américaines. Et l'année prochaine, ce sera la même chose. A priori, les plannings qui sont secrets, je ne peux pas dévoiler maintenant. Mais pas d'exclus. J'invite les auditeurs à se connecter sur le site de Sans Détour à partir de janvier pour voir les plannings. Nous aurons davantage de créa française que de traduction sur cette gamme. Bon Cocorico déjà, et puisqu'on parle de vos plannings à venir, on peut peut-être faire un mot sur vos actualités chez Sans Détour. Alors, les actus sont françaises justement, et ça on est très content de ça. Les actus, c'est en ce moment donc l'apparition de Sous un ciel de sang, le recueil de scénarios signé Tristan Lhomme, création française qui se passe dans le cadre des années folles, la France des années folles, c'est la line de cette gamme. Nous avons également dans cette série La France des années folles un supplément français qui s'appelle Les Mystères de Lyon, écrit par un passionné. Et ça nous fait vraiment plaisir parce que Les Mystères de Lyon, c'est pas évident. On aurait pu penser de loin qu'on aurait préféré commencer par Paris ou par là. Et non, nous, notre habitude, on prend un petit peu le contre-pied de ce qu'on attend et on est très satisfait parce que les joueurs sont vraiment au rendez-vous.
de se créer. Ils ont réclamé des suppléments français. Sans détour leur propose une création, une visite de ville quand même atypique, même si Lyon est quand même la capitale de l'occultisme dans l'Europe des années 20. Les joueurs sont au rendez-vous, c'est un très grand succès, on est très très contents, et les critiques sont vraiment excellentes sur ce supplément. Et puis alors, je vous donne une info, c'est le rendez-vous de fin d'année, ce sera la parution Au cœur des années 20, un ouvrage pure création sans détour de 500 pages, plus de 800 photos, qui est attendu depuis plusieurs années. Ça y est, on l'a enfin fait, on a réussi à le boucler. Il est en ce moment en train d'être finalisé et il sera disponible avec son collector pour Noël. Avant Noël. Eh ben super, on sait quoi faire comme cadeau sous le sapin. Voilà, oui, oui. Du coup, parfait. Alors, pour terminer, comme on est aux Utopiales, on va faire un petit point, puisque vous avez vraiment un rapport spécial à ce salon. Alors, un rapport historique, évidemment, puisqu'on a fait notre lancement ici, et puis un rapport régulier, un rendez-vous maintenant à Noël. Nous sommes partenaires du trophée du scénario de jeu de rôle, qui tous les ans récompense un auteur au niveau national. Donc voilà, c'est un concours en fait qui se déroule à partir du mois de mai ou mois de juin généralement, et qui permet à des auteurs, n'importe lesquels, c'est pas forcément surtout amateurs, il est interdit de présenter un scénario déjà publié. Il y a en ligne une charte de scénario, les auteurs proposent pour toutes les gammes de l'appel de Cthulhu un scénario original. Un jury se réunit et décide qui est le vainqueur. C'est très difficile, c'est très ingrat. On aimerait récompenser beaucoup de scénarios, très compliqué. Et dans le vif. C'est la règle du jeu. Oui, c'est la règle du jeu. Ça ne veut pas dire qu'un scénario est meilleur qu'un autre. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a su plaire. Ça veut dire que il faut avoir des atouts, de l'originalité, du talent. On n'a pas forcément d'ailleurs la capacité de rédaction, la compétence de rédaction, parce que ça aussi c'est un métier qui s'apprend, mais l'imaginaire, la manière dont l'auteur nous emmène, ce qu'il a su mettre en place, c'est accessible vraiment à tout le monde. J'invite vraiment les éditeurs à se poser la question. On ne demande pas un scénario publiable. On a plein d'auteurs pros. C'est pas le but. C'est pas un scénario réservé aux professionnels. C'est un trophée de scénario pour permettre à n'importe quel auteur au niveau national de tenter le coup. Voilà, d'être critiqué, d'être commenté par un éditeur et tenter l'aventure. Et en l'occurrence, depuis le début, on n'a jamais récompensé un auteur professionnel. C'est-à-dire, il ne concourt pas d'ailleurs. Personne ne s'est caché, déguisé. T'as jamais eu en en débusquer un. Non, interdit d'avoir un pseudo pour participer à ce concours. Tu vérifies les identités quand ils déposent les. Je les rencontre tous. Tous les gagnants, je les connais. Ah ouais, du coup. Mais à la fois, je les ai rencontrés. Ils peuvent pas tricher. Ok. Il n'y a pas de tricherie, non. Eh bien parfait, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Et du coup, on tiendra nos auditeurs au courant de ton actualité et de l'actualité des éditions sans détour. Donc la sortie est sortie au cœur des années 20. À partir début décembre. Et le planning bien chargé qui va arriver en janvier. Sans détour. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Au revoir. C'était donc l'enregistrement que tu as effectué, Jocelyn. Donc, fini ta partie. Aux Utopiales, donc ce que je disais, c'est que c'était une très bonne organisation côté ludique. Il y avait plein de tables de jeux, on a organisé quelques conventions de notre côté avec le Troll, donc on sait que c'est la galère à faire, ils s'en sont plutôt bien sortis. Il y avait pas mal de tables de jeux, il y avait des éditeurs qui présentaient leur stand, il y avait des démonstrations de nouveaux jeux comme la nouvelle extension de Loup-Garou, et les éditions sans détour qui s'en sortaient plutôt honorablement avec un très joli stand et pas mal de matériel. Il y a eu beaucoup d'affluence, je crois que c'était un des deux gros éditeurs qui était prévu, avec Black Book, je crois, le deuxième. Je suis pas sûr, je vais pas dire de bêtises encore une fois. Donc non, c'était vraiment super aux Utopiales. Merci à la disponibilité des gens, parce que toutes les interviews qu'on a fait là-bas, c'était complètement à l'arrache, on n'avait prévenu personne, on débarquait, ça vous dirait Il nous en reste en fait celle sur le GN qu'on va diffuser bientôt aussi, mais qui est très longue celle-là par contre. Elle est plus longue, donc on l'aura en janvier. On l'aura en janvier. On vous en dit pas plus. Mais on remercie vraiment les intervenants sur les Utopiales, Samuel, Yannick, etc. Qui ont été plutôt sympas de bien vouloir se rendre disponibles pour nous. Ok, donc on va quand même vous fêter joyeux Noël parce qu'on est le 25 aujourd'hui. Noël. Voilà, on vous souhaite d'acheter d'acheter jeux. tout de suite. Non, Acheter d'avoir eu qui des méritent. jeux. Oui. On vous souhaite d'avoir eu plein de jeux. Que l'on vous offre des jeux. Voilà, de ne pas recevoir tout tourista comme 95% des jeunes de moins de 5 ans.
Voilà. Et on nous souhaite à nous de recevoir des jeux. Vous pouvez nous envoyer vos cadeaux de Noël à l'adresse suivante. Non, pardon. Aperitivo. Oui, sauf à peu. Et je m'excuse auprès de Mathieu, c'est vraiment un pote, hein, c'est Coralie qui dit de la boue. J'essaie de me foutre en porte-à-faux avec mes potes. C'est Dans tous les inadmissible. cas, on se retrouve la semaine prochaine avec Charles pour un épisode assez le shortcast Oui. sur que de l'actualité. Exactement. Voilà. Et quant à tout le monde, bah, on se retrouve la semaine prochaine où on fera un petit débat sur l'intérêt de jouer de façon différente. Voilà, à très On va bientôt. Au revoir. Salut, Ciao, salut. Au Joyeux revoir. Noël. C'est pas très politiquement correct. On aurait dû souhaiter aussi joyeux Hanouka déjà.